Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série Connaître les personnages majeurs des œuvres au programme. Alors pourquoi s'intéresser aux personnages par exemple de vos romans, des pièces de théâtre que vous allez travailler tout au long de l'année ? Eh bien tout simplement c'est un point qui est plus qu'important parce que si vous ne maîtrisez pas bien les personnages de ces œuvres, eh bien vos analyses seront peut-être moins pertinentes aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Prenons un exemple d'un personnage romanesque. Le connaître, l'étudier, c'est voir sa symbolique, ses caractéristiques, sa représentation finalement dans l'œuvre, par rapport aussi aux autres personnages. C'est dresser donc un portrait qui va aussi donner du sens, par exemple en dissertation. Ça peut constituer un argument majeur pour démontrer que vous avez affaire à un personnage effectivement typiquement romanesque du 19e siècle ou autre, selon bien sûr les œuvres que vous avez au programme. Puis à l'oral, les points que vous évoquerez justement tout au long de votre explication linéaire pourront très bien être basés sur des références aux connaissances justement relatives à ces personnages majeurs. N'oubliez pas aussi que cet épisode que vous allez écouter est accompagné d'une infographie qui va vous permettre justement de visualiser au mieux les points que vous aurez à retenir. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux personnages majeurs de l'œuvre de Rabelais, que vous avez donc au programme de première, et bien sûr, on va s'intéresser au premier qui paraît tellement évident, qui est Gargantua. Alors Gargantua, c'est ce que l'on appelle le héros éponyme de l'histoire, tout simplement parce qu'il donne le nom, le titre, au roman lui-même. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce personnage? Déjà, première chose que vous pourrez donc dire au gré de votre réflexion, par exemple à l'écrit, donc bien sûr lors de la dissertation, ce personnage apparaît au chapitre 6 du récit de Rabelais. Alors, pour le remettre un petit peu dans son contexte, ses parents, comme vous le savez ou comme vous le découvrirez lors de votre première lecture, ses parents sont, Grangousier, qui est, le roi d'un royaume en Touraine, près de Chinon, et sa mère s'appelle Gargamelle. Elle est, la fille du roi des papillons et de par son père, Gargantua appartient à une lignée très ancienne, et la géologie de cette illustre famille a été, conservée, retrouvée, nous dit-on, dans un grand tombeau de bronze, écrite sur de l'écorce d'orme. C'est au premier chapitre de Gargantua que nous avons ces indications. Alors, ce cher Gargantua, déjà son nom, c'est intéressant, de le savoir, puisque alors il naît dans la région de Chinon, et d'ailleurs, pour anecdote et déjà c'est le côté très, l'aspect très, comique, le rire, propre chez Rabelais. Sa naissance est déjà singulière puisqu'elle se produit après 11 mois de gestation. Et elle est peu commune cette naissance puisque Gargantua vient au monde en sortant par l'oreille gauche de sa mère. Et ses premiers cris seront: «À boire, à boire». Et son père, en entendant ce cri, dira donc à son fils: «Quel grand tu as!» en parlant de son gosier, d'où le nom de Gargantua. Heu, Littéralement, hein, alors il y a 2 hypothèses, hein, certains diront que c'est la transformation de car Grantua, sous-entendu le gosier, et donc ça reprendrait presque phonétiquement les propos de Grangousier lors de la naissance de son fils. Certains, disent aussi que Gargantua, est, à l'origine un mot qui se rattache de, l'occitan, lui-même se rattachant de l'ancien français gargat, lui-même venant du latin, qui voulait dire
qui voulait dire, pardon, gorge. Et donc, Gargante en Languedoc, hein, ça veut dire donc une grande gorge, Gargante, Gargantua, Gargantua. Donc il y a déjà ce côté, qui sera tout au long du récit de l'évocation du, gigantisme qui va parcourir tout le récit. Effectivement, c'est l'histoire d'un géant, mais tout est géant, dans, son histoire. Son appétit est gigantesque, sa soif dans quelques chapitres plus tard, sa soif d'apprendre va être gigantesque et quelque part, on dit souvent que, bien sûr, Gargantua est l'image, de l'humanisme du XVIe siècle qui a cette soif de tout découvrir et de tout apprendre. Donc son évolution au cours de son enfance est la suivante. Au début, nourriture et boisson sont les 2 éléments qui façonnent le corps du jeune géant, qui, est réputé pour avoir un féroce appétit. Alors au début, il reçoit une éducation déplorable, qui va être dispensée par, des professeurs, sophistes. Alors le sophisme, c'était enfin les sophistes, hein, c'était des maîtres de rhétorique et de philosophie qui enseignaient l'art de parler en public. Et bien sûr, dans, l'esprit de Rabelais, les sophistes, sont représentés de façon péjorative puisque pour, Rabelais, les sophistes ont une argumentation à la logique, fallacieuse, c'est-à-dire, trompeuse. Et donc au début, Gargantua est, éduqué par, justement des professeurs sophistes qui feront de lui un enfant, très mal élevé, pire, stupide. Effectivement, ce qui ressort avant tout, dans un premier temps, du portrait de Gargantua, c'est que c'est un personnage qui est naturellement présenté comme, flegmatique, paresseux, il a un esprit grossier. Il est attiré au début par tout ce qui fait, facilement plaisir, sans trop d'efforts et son esprit a justement été totalement perverti par, cette première éducation qui va lui être dispensée. Hem mais au chapitre 15, il a une révélation lorsqu'il va rencontrer Eudémone qui, maîtrise parfaitement l'art de la rhétorique et à partir, du moment où son père, surtout, va lui donner comme pédagogue le fameux Ponocrates et à partir de cet instant, dans vos analyses, hein, vous pourrez dire que le chapitre 15 est un peu le tournant du récit. Le jeune géant va évoluer en bien et cela de façon, spectaculaire puisque Ponocrates, va développer chez lui, sa culture, ses facultés intellectuelles et surtout avec cette idée de développer certes son esprit, mais aussi, de transformer son corps. Il va lui inculquer des exercices, physiques et là véritablement un autre Gargantua va se révéler, généreux, courageux, soucieux aussi de l'autre, réfléchissant, ayant conscience que, pour devenir un futur souverain idéal, il faut à la fois entretenir son corps et son esprit. Et donc vous avez bien compris que derrière ce géant, au départ grossier, mais qui devient cultivé, c'est quelque part, la métaphore de ce qu'est l'humanisme au XVIe siècle. C'est-à-dire, quelqu'un qui, veille à son esprit et à son corps, mais aussi pour le bien des autres et donc derrière le rire, vous avez aussi, dans le récit de Rabelais, toute une réflexion aussi sur le souverain idéal qui justement, par cette culture, par cette éducation, va œuvrer pour son peuple. Et on voit bien effectivement cette notion de souverain idéal à travers l'évolution de Gargantua au cours de la guerre, qu'il va livrer, enfin qu'il va y avoir entre, le fameux, Picrochole et justement son royaume. Et cette guerre va lui permettre d'optimiser tout ce que son enseignement lui a appris. C'est, un Gargantua invincible, un chef de guerre accompli qui va montrer la grandeur de sa réflexion et aussi de sa bienveillance et donc, comme on le disait précédemment, on voit bien cette image du souverain humaniste qui se dessine au fur et à mesure que cette guerre avance, avec un souci avant tout de rétablir la paix et un souverain qui est capable de prendre des décisions justes pour que cette paix soit justement durable. Donc, pour résumer, on voit bien que ce personnage de Gargantua, contient à lui seul, de par son évolution, les caractéristiques, humanistes qu'a voulu lui donner, Rabelais.
Et sa fonction dans l'histoire est bien sûr, heu, majeure puisque, on le suit au gré de son évolution et son éducation montre petit à petit, qu'il a une réflexion sage, sensée, que cette éducation lui a permis aussi de s'exprimer clairement afin de faire entendre et comprendre ses décisions. Et d'ailleurs son discours final est aussi une sorte de déclaration de politique idéale humaniste, que l'on retrouve dans le fameux chapitre 50. Donc, vous voyez, je vous ai donné quelques chapitres, hein, notamment le 15, le 50, qui sont, nécessaires pour comprendre l'évolution de ce personnage et on voit bien donc derrière la fiction, comment Rabelais, derrière le rire donc, cherche à distiller une forme de savoir, ça vous renvoie aussi au parcours associé rire et savoir, en montrant à son lecteur combien l'éducation est fondamentale pour avoir aussi un esprit éclairé. Donc ce personnage Gargantua vous servira énormément comme point d'accroche, d'appui, de réflexion pour développer une dissertation qui tournerait effectivement autour de cette œuvre. Donc j'espère que dans cet épisode, vous avez pu découvrir quelques caractéristiques, de Gargantua, du moins ses caractéristiques majeures que vous pourrez étoffer à l'aide des lectures linéaires que vous ferez avec, votre enseignant tout au long de l'année. N'oubliez pas aussi, que vous pourrez intégrer des citations, hein, qui traduisent aussi, le comportement et la pensée, de ce personnage vraiment significatif de toute l'ambition qu'a voulu mettre en place Rabelais à travers ses écrits. Et puis d'ici là, je vous retrouve pour d'autres épisodes autour des personnages de l'œuvre de Rabelais, pour découvrir justement aussi leurs caractéristiques et vous permettre d'alimenter votre réflexion à l'écrit comme à l'oral. À très vite!